Sans doute un raccourci secret. Il est persuadé que ce passage est le meilleur moyen d'éviter les combats à chaque tournant. Le visage grave, il espère que sa théorie est juste. Pourtant, il sait qu'en échange de cette rapidité, ce chemin recèle probablement d'énormes dangers. Baissant les yeux vers son nouveau compagnon, il décide qu'il ne peut plus se contenter de l'appeler Mimic. À partir de cet instant, un sourire aux lèvres, il nomme la petite créature Mimi. Le minuscule monstre semble apprécier ce nom et le regarde avec ses grands yeux brillants. Soudain, Mimi lui saute dessus, et notre héros se demande pourquoi elle est si joyeuse. Il avertit alors sa nouvelle compagne de se préparer, car le voyage qui l'attend sera périlleux. La petite créature émet un son assuré, montrant qu'elle est plus que prête au combat. Notre protagoniste comprend qu'il aura de l'aide, et cette pensée le rassure et l'aide à avancer. Déterminé, il s'approche de la porte géante et l'ouvre pour voir ce qui se cache derrière. En l'entr'ouvrant, il se retrouve face à une silhouette sombre, enveloppée d'une sinistre énergie violette. La silhouette se révèle être un chevalier géant vêtu d'une armure imposante et effrayante. Une torche fixée au mur éclaire les lieux, révélant quelques détails supplémentaires. Devant lui, notre protagoniste aperçoit une statue de chevalier ressemblant étrangement au monstre. Il scrute la pièce et constate qu'il n'y a que la statue et une porte de sortie au fond. Il se met alors à avancer lentement, suivi de près par Mimi. Il s'approche prudemment de la statue pour voir ce qui va se passer. Le regard concentré, il s'attend déjà à ce qu'un événement étrange se produise à tout moment. Soudain, la statue de pierre s'anime et lève son épée, prête à frapper de toutes ses forces. Sans hésiter, l'homme active l'un de ses pouvoirs, créant une aura violette dans sa main. Quelques instants plus tard, un mur de pierre apparaît, bloquant le coup du monstre. La créature reste imperturbable et se prépare à lancer une autre attaque puissante, mais le mur magique ne peut résister à la force du coup et commence à se fissurer sous l'impact de la lame. Tsukasa confirme alors que, comme il le soupçonnait, il s'agit bien d'un monstre de type piège. Il savait déjà, grâce à son analyse précédente, qu'il y avait un danger de haut niveau dans la pièce. Le problème était que son pouvoir de domination était inefficace sur les statues, et il avait besoin que la créature se transforme. C'est pourquoi il s'approcha délibérément, mais un événement inattendu le prit par surprise. La créature se déplaçait à une vitesse incroyable et apparut juste derrière lui, prête à frapper de nouveau. Face à cette situation, notre protagoniste érigea un mur de fer pour se protéger de l'attaque surprise. Il fut stupéfait de constater que la créature était bien trop forte, et son mur de fer vola en éclats. Aussitôt, la créature chargea à toute allure vers lui. Il parvint de justesse à l'esquiver, mais réalisa que le monstre était incroyablement rapide. Le chevalier se déplaçait de façon aléatoire, ce qui le déconcerta profondément. À travers ses mouvements erratiques, il comprit que le monstre visait quelque chose. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il comprit que la cible de la créature était son angle mort. Alors, à la dernière seconde, il créa un bouclier de diamant pour bloquer l'attaque par derrière. Cela confirma que la créature visait bel et bien son dos. Mais comme il s'agissait d'un monstre piège, il savait qu'il n'avait pas besoin de l'affronter de front pour gagner. Un plan en tête, il se prépara à utiliser sa domination sur la créature. L'énergie verte frappa le chevalier de plein fouet, le paralysant instantanément. L'énergie du piège l'enveloppa complètement, et notre héros crut le combat enfin terminé. Cependant, il fut stupéfait de constater que, malgré l'impact, la technique était inefficace. Paniqué, il se demanda pourquoi sa domination avait été totalement annulée. Il comprit alors que son niveau de compétence était encore trop faible pour les monstres de haut niveau. Malgré cet échec, il ne se découragea pas et décida de persévérer jusqu'à ce que cela fonctionne. Persuadé qu'en frappant la créature à plusieurs reprises, la compétence s'activerait, il tenta une nouvelle fois d'utiliser domination du piège de toutes ses forces. Mais la frustration le gagna, le monstre était bien trop rapide, et le premier coup n'était que de la chance. Il comprend qu'il doit prédire la trajectoire de la créature pour réussir son attaque. Notre protagoniste se concentre, déterminé à trouver un moyen de gagner. Une idée lui vient, il pose la main au sol pour créer un piège et attirer la créature. Grâce à ce piège, il met en place son plan. Le chevalier charge, mais notre héros esquive au dernier moment. Soudain, la créature s'arrête, complètement trempée. Son piège ingénieux était un bassin d'eau qui arrose le chevalier sans le blesser. Le monstre reste immobile, totalement déconcerté par ce qui vient de se passer. Le sol étant inondé, le chevalier attaque de nouveau avec fureur, et le héros l'esquive de justesse.
Notre protagoniste se prépare, sachant que son véritable plan est sur le point de se mettre en marche. Souriant, il réalise que son piège a rendu le monstre furieux. Le chevalier charge une fois de plus, mais cette fois, sa vitesse semble moindre. Comme tout est mouillé, ses mouvements laissent des traces d'eau sur le sol. Cela permet à notre protagoniste de suivre enfin les déplacements de la créature. Il comprend qu'en suivant ces traces, il peut déchiffrer le comportement du monstre. Visant l'endroit où la créature se trouvera, il utilise à nouveau son piège de domination. L'énergie verte frappe le chevalier de plein fouet, qui tente de résister à la puissance du pouvoir. Le monstre est touché mais semble imperturbable et continue d'avancer, l'épée à la main. Pourtant, Tsukasa ne se décourage pas et continue d'utiliser sa domination à répétition pour en accumuler les effets. Il est convaincu qu'en frappant continuellement la créature, les effets de la technique se cumuleront. Dans un dernier cri de guerre, il lance une autre puissante domination sur le monstre. Notre héros est certain que, tôt ou tard, le pouvoir finira par faire effet. Le regard déterminé, il crie qu'il va faire de cette créature de haut niveau son allié. Pendant ce temps, Mimi, caché derrière un pilier, observe le combat à distance. Le chevalier s'immobilise, et le héros, à bout de souffle après avoir tant utilisé ses compétences, est épuisé. Sa barre de mana presque vide, il réalise qu'il lui reste juste assez d'énergie pour une ultime tentative. Face à cette situation critique, il se demande s'il pourra remporter le combat avec cette dernière chance. La créature ne lui laisse pas le temps de réfléchir et charge à nouveau, attaquant de toutes ses forces. Notre protagoniste décide alors de tout miser sur ce dernier coup désespéré. Il hurle de toutes ses forces, espérant que son pouvoir fonctionnera enfin. Utilisant l'énergie qui lui reste, il déclenche son piège de domination. Le chevalier charge pour porter le coup fatal tandis que notre héros prépare sa contre-attaque. Dans un cri de détermination, il active le pouvoir qui décidera de l'issue du combat. Une énorme explosion d'énergie verte frappe le monstre en plein centre avec une force colossale. Une épaisse fumée recouvre tout le champ de bataille, rendant toute visibilité impossible. À bout de souffle, notre protagoniste tente de discerner le résultat de son plan risqué. Il remarque que les mouvements du chevalier se sont arrêtés et se demande si la technique a fonctionné. Quelques instants plus tard, l'aura meurtrière du monstre commence à s'estomper rapidement. Soulagé, il sourit, car sa soumission a été un succès total. Soudain, la créature enfonce son épée dans le sol avec un bruit sourd et imposant. À sa surprise, le chevalier s'agenouille et présente ses excuses à son nouveau maître. Stupéfait que la créature puisse parler, notre protagoniste lui demande qui elle est réellement pour posséder un tel don. À son étonnement, le chevalier retire son casque, révélant qui se cache dessous. Sous la lourde armure se tient une magnifique elfe aux longs cheveux blancs. La guerrière se dévoile entièrement, affichant une présence imposante et puissante. Face à cette révélation, notre protagoniste reste sans voix. L'elfe affirme n'être personne et lui demande de lui donner un nom et de l'accepter comme servante. Un peu gêné, le garçon acquiesce, pensant qu'il lui faut un nom approprié. Avec un sourire, il décide que désormais, elle s'appellera Jean. L'elfe, touché, répète le nom de John, le visage illuminé d'une joie pure. Honorée, elle accepte ce nom et demande à être appelée ainsi désormais. Soudain, un bruit étrange surgit de nulle part et fait sursauter le protagoniste. Il s'agit de la petite Mimi, qui hurle de jalousie. La petite monstre fonce sur John, qui lui fait face avec un calme imperturbable. L'elfe, imperturbable, retient Mimi et lui explique qu'il est le chef et qu'elle doit respecter son rang. Perplexe, le protagoniste comprend que même les monstres ont une hiérarchie. Face à cette situation, il réalise que l'heure n'est plus aux distractions. Ils doivent se dépêcher. Mais la géante l'arrête et demande à son nouveau maître d'attendre un instant. L'elfe explique qu'en la vainquant, l'événement suivant s'est déclenché et que le combat contre le boss est sur le point de commencer. Paniqué, le héros lui demande ce qu'elle veut dire, et la guerrière lui annonce que le boss est sur le point de se réveiller. D'un air grave, elle révèle qu'elle est la gardienne de ce donjon et que son rôle est de le protéger. Par conséquent, sa transformation en monstre et le combat contre lui ont servi de signal au boss. L'elfe ajoute que le combat est inévitable et qu'il est impossible de partir sans vaincre le monstre. Le protagoniste désespère, réalisant qu'il pensait avoir choisi la voie la plus facile pour s'échapper. Sans hésiter, il décide de renoncer au passage et de retourner à la surface. Cependant, John l'avertit d'un air sérieux que cela ne fonctionnera absolument pas. Elle explique que la porte ne peut plus être déplacée par la force humaine,
car la retraite est impossible. Le guerrier désigne alors un chemin vers l'avant et déclare que le seul moyen d'y accéder est la salle du boss. Le héros rétorque qu'il est incapable de combattre, faute de magie. Soudain, Mimi le pousse du doigt, et il se retourne pour voir ce que veut sa petite alliée. Mimi ouvre alors la bouche et commence à cracher quelque chose pour son maître. Notre protagoniste est surpris lorsque le petit monstre lui tend une potion magique. À sa grande surprise, il s'agit d'une potion de régénération de pouvoir magique. Quelque chose dont il avait désespérément besoin. Souriant, il réalise que Mimi possède une capacité de stockage et peut conserver des objets. Prenant la potion, il se sent pleinement prêt pour le prochain combat. Jin lui demande alors s'il peut utiliser la magie de l'eau avancée, insistant sur le fait que sans elle, leurs efforts seraient vains. Elle explique que le boss de la zone est comme l'incarnation des flammes et nécessite une attaque d'eau concentrée. Notre protagoniste admet que la magie de l'eau est difficile et que le piège qu'il lui a tendu était le summum de ses compétences. Il commence à réfléchir à une stratégie, mais soudain Mimi attire son attention. Le petit monstre affiche un air interrogateur, et notre héros semble avoir une nouvelle idée. Il demande alors à John si les humains ne peuvent pas ouvrir la porte, et elle le confirme avec un sourire confiant. Un nouveau plan se dessinant, il demande si des monstres comme elle et Mimi pourraient ouvrir la porte pour leur permettre de s'échapper. L'elfe répond que s'il s'agit de monstres, une retraite serait probablement possible. Soudain, une forte secousse secoue les lieux, les mettant tous deux en alerte maximale. John explique que le maître du donjon a perdu patience et attaque de toutes ses forces. Quelques instants plus tard, la grande porte au fond de la pièce est engloutie par les flammes et commence à se disloquer. L'elfe crie à son maître d'utiliser sa magie défensive car les flammes avancent. Sans perdre une seconde, notre protagoniste crée une barrière violette pour se protéger de l'assaut. Puis, une gigantesque explosion de feu détruit la porte et embrasse toute la pièce. Les flammes les encerclent de toutes parts, et notre héros prend conscience du grave danger qui les menace. Utilisant son bouclier magique, il protège ses alliés du feu qui réduit tout en cendres. Témoin de la scène, il est surpris de voir les flammes prendre la forme d'un phénix géant s'élevant dans les airs. Il est stupéfait par l'immense puissance qui s'en dégage et voit la pièce entière commencer à s'effondrer. En réaction, notre protagoniste invoque un bouclier d'énergie bleue pour se protéger des débris. Le plafond continue de s'écrouler, mais la barrière protectrice résiste fermement à l'impact. Une fois la poussière retombée, il réalise qu'il se trouve au sommet d'un grand cercle magique. Le visage grave, Tsukasa semble comprendre ce qui va se produire. Soudain, une créature gigantesque, entièrement composée de feu, apparaît, et Gen la surnomme le boss. Il s'agit du monstre connu comme l'incarnation du feu et le véritable maître des lieux. À cet instant, notre protagoniste comprend que tout est en train de s'effondrer. Sachant qu'il ne peut pas rester immobile, il décide d'agir avant que tout ne s'écroule. Se tournant vers Mimi, il lui demande une faveur, la priant d'agir seul. Il murmure alors au petit monstre de rebrousser chemin et de s'enfuir. John hurle de désespoir car le boss de la zone prépare une nouvelle attaque. La créature de feu rugit de rage et charge de toutes ses forces, ne leur laissant aucune chance de se défendre. Malgré le danger, notre protagoniste affronte le monstre avec détermination. Il pousse Mimi vers la porte, l'exhortant à s'échapper à temps. Désormais seul, l'homme et l'elfe se préparent à affronter l'incarnation du feu. Se retournant, notre héros crie d'angoisse, s'enquérant de son petit compagnon. À son soulagement, il voit Mimi courir en toute sécurité vers la sortie. Son plan repose sur le fait que, en tant qu'humain, la porte se verrouillerait et l'empêcherait de s'échapper, mais l'elfe explique que les monstres alliés comme Mimi peuvent ouvrir la porte et partir. Fort de cet espoir, notre protagoniste crie que tout repose désormais sur son petit monstre. Face au boss, il active son piège pour véritablement lancer le combat. Ce piège est un mystérieux trou de verre capable de recracher des objets. Le boss de feu ne perd pas une seconde et lance une attaque massive. À cet instant, l'homme crie à Gen qu'une seconde vague d'attaque arrive. La créature crache alors plusieurs boules de feu à toute vitesse. Pour le protéger, l'elfe s'avance et tranche les flammes avec son épée. D'un geste vif, la guerrière sauve son maître de l'assaut. Souriant, notre protagoniste remercie John pour son aide précieuse. Il déclare ensuite qu'il n'a plus besoin d'aide pour esquiver et qu'il servira d'appât. Le plan est que John frappe la jambe gauche du monstre pour l'immobiliser. L'elfe accepte, affirmant qu'elle mènera à bien la mission, même au péril de sa vie. Il pense que le reste du plan repose désormais sur la petite Mimi.
La première consigne est de sortir du musée par où ils y sont entrés. Aussitôt après, la créature traverse la forêt sombre à toute vitesse. Sa destination finale est le grand lac situé de l'autre côté des bois. Le regard déterminé, le petit monstre se prépare à accomplir sa mission cruciale. Arrivé au bord du lac, Mimi se prépare à exécuter l'ordre de son maître. D'un bond puissant, la créature se jette dans l'eau pour achever la dernière partie du plan. Pendant ce temps, le boss de feu rugit de fureur et prépare une nouvelle attaque. La créature frappe, et notre protagoniste invoque un bouclier de diamant pour se défendre. Luttant pour encaisser le coup, il hurle de désespoir, appelant Jane. L'elfe crie alors qu'elle a trouvé une ouverture et que le moment est venu d'exécuter l'ordre. Se précipitant en avant, elle tranche la jambe de la créature avec son épée acérée. Le boss rugit de douleur, surpris par le coup porté par la guerrière. Saisissant l'opportunité, notre héros utilise son portail temporel pour piéger le monstre. Ainsi, les mouvements de la bête sont bloqués et elle reste prisonnière du piège. Il est convaincu que tout repose désormais sur Mimi et l'objet spécial qu'elle transporte. Au fond du lac, Mimi ouvre la gueule, révélant ce qu'elle dissimulait depuis le début, l'autre portail qui se connectera au premier qu'il a créé. Une fois placé au fond du lac, le piège mènera directement à la sortie du donjon. Face à cette situation, le boss de feu se retrouve complètement pris au piège, sans aucune issue. Alors que le plan se déroule, la créature de feu sent une goutte d'eau tomber sur sa tête. Le monstre fixe alors le portail, déconcerté et incertain de ce qui se passe. Observant la scène, notre protagoniste esquisse un sourire, sachant que son plan a parfaitement fonctionné. Le boss est stupéfait de réaliser qu'une quantité d'eau colossale est sur le point de se déverser. Soudain, l'eau du lac s'abat avec une force terrible, frappant la créature de plein fouet. Le monstre tente de se protéger, mais la puissance de l'eau commence à éteindre ses flammes. Peu à peu, toute la zone est inondée par la cascade qui s'est formée. Tsukasa crie à John de se mettre derrière lui pour éviter d'être emporté par le courant. Sans perdre une seconde, John pose la main au sol et réactive son piège. Un mur gigantesque se dresse alors devant eux, bloquant le flux d'eau. Ce mur de prison est un piège conçu pour empêcher toute intrusion extérieure. La situation étant désormais sous contrôle, il exulte, sachant que sa torture aquatique a été un succès total. Il explique que vaincre le boss aurait nécessité une armée de mages de l'eau. Par conséquent, la seule option était d'utiliser le lac extérieur et d'y envoyer Mimi. En plaçant le portail dans le lac, il a réussi à relier les deux points et à canaliser l'eau à l'intérieur. Le boss de feu hurle de douleur tandis que l'eau éteint sans relâche ses flammes. La créature se débat pour résister, mais son corps enflammé commence à se désintégrer sous l'assaut de l'eau. Lorsque les flammes s'éteignent, un noyau lumineux apparaît dans la poitrine du monstre géant. Jane crie que le noyau ennemi est apparu et qu'il faut le détruire immédiatement. Aussitôt, notre protagoniste se prépare à utiliser son piège. D'un cri, il invoque une épée de grâce depuis un cercle magique. L'épée file à toute vitesse et porte le coup fatal à la créature affaiblie. Le coup atteint le noyau en plein centre, et le corps du boss commence à se pétrifier. Quelques instants plus tard, la créature s'effondre et la cascade cesse enfin de couler. L'ennemi vaincu, le portail au plafond commence lentement à se refermer. De l'autre côté, Mimi scelle le portail du lac grâce à son pouvoir spécial. Notre protagoniste et Jane peuvent enfin souffler un peu. Soudain, la petite Mimi émerge d'une flaque d'eau et pousse un petit cri de joie. Souriant, ils célèbrent leur victoire éclatante contre le boss de la zone. Il remercie alors son petit allié, mais un phénomène étrange se produit à sa main. Soudain, Mimi pousse un cri de joie, et notre protagoniste s'agenouille, surpris par un objet. Une dague, auréolée de pouvoirs magiques, est plantée dans le corps de pierre du boss. John explique qu'il s'agit de l'objet caché de la zone et lui demande de l'accepter. Notre protagoniste, pensif, n'a jamais entendu parler d'un tel objet. Il se demande s'il ne s'agit pas d'un trésor rarissime, difficile à obtenir. L'elfe révèle que l'objet se trouvait au fond du lac et qu'il a traversé le portail avec l'eau. Un sourire victorieux aux lèvres, le protagoniste serre entre ses mains sa nouvelle et puissante récompense. Il songe qu'il n'aurait jamais imaginé trouver un tel objet au fond de ce lac. L'écran affiche le nom de l'arme, l'âme de lumière mystique, mais ses effets restent inconnus. Il décide de découvrir les pouvoirs de l'arme en l'utilisant au combat. Soudain, une forte secousse secoue les environs et le corps du boss se met à trembler violemment. Notre protagoniste, surpris par le bruit, est rassuré par John qui lui dit de garder son calme.
Elle explique que la secousse accompagne la subjugation et que, lorsque le passage se déplace, il ouvre une brèche vers la zone suivante, qui sert de voie d'évasion. La scène se déplace à la frontière entre les quartiers d'Iwatani et de Kowab. Notre protagoniste sort d'une bouche d'égout et réalise qu'il se trouve juste sur la ligne de démarcation. Il se dit que, malgré tout, il est parvenu à aller aussi loin, lorsqu'une voix l'interpelle. Un homme lui demande ce qu'il fait là, et le protagoniste se retourne, surpris par cette présence inattendue. Sans hésiter, il repousse Jean dans la bouche d'égout et lui dit de se cacher. Puis, il fait face au groupe d'hommes qui s'approchent. Un des chasseurs le réprimande pour errer seul en pleine urgence. Notre protagoniste reconnaît les uniformes, ce sont ceux de l'équipe de secours de l'association des chasseurs. À ce moment précis, l'un des chefs du groupe ordonne aux autres de leur ouvrir un passage. L'homme se tourne alors vers lui et lui demande s'il est Nenomiya, le chasseur de rang est souriant, le protagoniste révèle le profil du jeune homme et explique que sa réputation n'est plus à faire. Il précise que la rumeur selon laquelle notre protagoniste aurait vaincu un boss de zone à lui seul s'est largement répandue. L'homme se souvient du combat contre le dragon et admet que c'était un véritable spectacle. Il l'invite donc à rejoindre leur équipe et à œuvrer ensemble pour le convaincre. L'homme affirme pouvoir user de son autorité pour l'enregistrer officiellement comme chasseur. Notre protagoniste reste sans voix. C'est l'opportunité de recrutement dont il a toujours rêvé. Face à cette offre, il serre le poing, indécis. À la surprise générale, il s'incline et décline fermement l'offre. Le chef d'escouade, stupéfait, lui demande s'il compte continuer à opérer comme chasseur indépendant. Sans un mot de plus, le protagoniste reste incliné, témoignant de son respect et de sa gratitude pour cette chance. Comprenant cela, l'homme admet qu'il doit avoir ses raisons et reconnaît que c'était une occasion précieuse d'acquérir de la puissance de combat. Le chef dit que s'il veut agir seul, c'est son droit, mais qu'il doit faire attention en chemin. Puis il l'avertit, mentionnant que des chasseurs illégaux commettent des crimes dans le quartier d'Iwatani. Notre protagoniste se souvient des voyous qu'il a croisés et le ton de l'homme l'inquiète. Il se dit que si l'association émet des avertissements à leur sujet, ils doivent être encore plus dangereux, il doit donc rester vigilant. Après cela, il aide John à sortir de la bouche d'égout et le rassure en lui disant que tout va bien maintenant. L'elfe lui demande s'il est sûr de ne pas les rejoindre pendant que l'homme sort Mimi du trou. Il confirme, disant qu'il n'a plus besoin de l'enregistrement car, le monde étant devenu un cachot, cela n'a plus d'importance. De plus, il sent qu'il ne peut faire confiance à personne d'autre. Même pas l'association des chasseurs. Avec un sourire, il révèle qu'il a déjà ses propres coéquipiers. En les regardant, il ajoute qu'ils sont les compagnons les plus fiables qu'il puisse espérer. À ces mots, John et Mimi sourient, ravis, à leur nouveau maître. Dans le quartier d'Iwatani, notre protagoniste décide de commencer par une reconnaissance des lieux. Il pose la main au sol pour évaluer les caractéristiques de la zone et trouver le meilleur chemin. La reconnaissance affiche une carte de l'endroit, et il se demande ce qui se cache dans cette zone. Soudain, une énorme tache violette apparaît sur l'écran, ce qui l'intrigue fortement. Notre protagoniste est choqué car il n'a jamais rien vu de tel lors de ses reconnaissances précédentes. Il comprend alors que quelque chose de très dangereux les attend. En suivant la trace, ils arrivent à la périphérie du quartier d'Iwatani. L'endroit indiqué par son scan est un parc d'attractions, et cette marque mystérieuse l'intrigue beaucoup. Il décide d'aller explorer les environs par précaution. En chemin, la petite Mimi commence à se comporter très étrangement. Notre protagoniste s'arrête, sentant que quelque chose cloche. Soudain, un énorme bloc de béton tombe du ciel juste devant eux, comme sorti de nulle part. Le protagoniste se demande si ce bloc est la mystérieuse marque qu'il a aperçue plus tôt. Il s'approche alors d'une plaque métallique placée à côté de l'objet. On peut y lire. Ici repose le destructeur qui écrase toute pierre que nul ne doit toucher. Ce terme l'intrigue. Destructeur. Il se demande si cela fait référence à un mécanisme complexe. John l'avertit que l'engin pourrait être un piège d'une puissance inouïe. Elle explique qu'il représente un danger majeur, très différent des pièges ordinaires et extrêmement rares. Il pense n'avoir jamais entendu parler d'une telle chose, même pas dans les archives de l'association des chasseurs. Inquiet à l'idée de déclencher le piège par inadvertance, il décide que, malgré sa curiosité, il vaut mieux partir. Le groupe quitte alors le parc et pénètre dans une forêt pour poursuivre son chemin. Le protagoniste pense que c'est le meilleur raccourci, même si le choix reste risqué. Soudain, il s'arrête net, car il entend un bruit inhabituel au loin.
il aperçoit un groupe de chasseurs aux prises avec un monstre, et l'un d'eux crie de ne pas battre en retraite. Il remarque que, malgré leur force, les chasseurs semblent inexpérimentés. D'un coup puissant, la créature projette les chasseurs au loin, les laissant sans défense. Témoin de la scène, le protagoniste comprend que s'il n'intervient pas, leur anéantissement est inévitable. Sans hésiter, il se précipite vers le combat pour leur porter secours. Soudain, il se fige, saisi par un événement totalement inattendu. Un éclair de lumière dorée surgit de nulle part et frappe la créature à une vitesse fulgurante. Quelques instants plus tard, une mystérieuse chasseuse apparaît comme par magie et attaque le monstre de son épée. D'un seul coup puissant, elle frappe le sol, déclenchant une onde de choc colossale. Tsukasa reste sans voix, n'ayant jamais imaginé que quelqu'un d'autre intervienne dans le combat. À cet instant, John et Mimi s'approchent, et l'elfe demande avec inquiétude si sa maîtresse va bien. Devant eux, la créature gigantesque qui attaquait les chasseurs gît vaincue d'un seul coup. L'héroïne demeure stupéfaite, incapable de comprendre ce qui vient de se passer. La mystérieuse chasseuse atterrit alors avec grâce après son attaque dévastatrice. Les autres chasseurs restent bouche bée, stupéfaits que le monstre ait été terrassé en un clin d'œil. La guerrière se tourne vers eux et s'excuse de les avoir interrompus. Souriante, elle se présente, Asina YQI, chasseuse de rang S de l'association. La jeune femme explique qu'elle était en mission pour enquêter sur le chef de la zone et qu'elle les a découverts par hasard, cachés. L'héroïne est impressionnée par sa puissance, trouvant son coup incroyable. YQI explique alors qu'elle cherche des compagnons et les invite à la rejoindre. Le groupe de chasseurs se montre intéressé, mais elle précise une condition. D'un ton grave, la guerrière prévient que la mission ne s'arrête pas à la simple découverte du boss. Le combat est inévitable. À ces mots, les chasseurs esquissent un sourire, apparemment indifférents au danger. Leur chef acquiesce aussitôt, affirmant qu'ils sont des chasseurs de rang A et capables de gérer la situation. Enthousiasmés par cette nouvelle alliance, ils célèbrent et se préparent à poursuivre le grand chef. Avec un sourire bienveillant, Asaena lui leur ordonne de se mettre en route, visiblement ravie d'avoir de nouveaux alliés. Pourtant, intérieurement, elle les juge naïfs, sachant qu'ils ne survivront pas à l'affrontement. John demande alors ce qu'ils devraient faire, et le protagoniste conseille de ne pas s'en mêler. Le regard déterminé, il décide d'ignorer le groupe et de se concentrer sur la traversée de la forêt. Après un certain temps, ils atteignent une rivière, et le protagoniste est frappé par l'immensité des lieux. Bien que le chemin soit long, il insiste, il suffit d'avancer pour atteindre leur destination. Soudain, Tsukasa s'arrête, l'air perplexe, en remarquant quelque chose d'inhabituel. La main sur la tête, il se plaint que depuis son arrivée, il ne se passe que des choses étranges. Frustré, il crie à quiconque se cache non loin de là de sortir immédiatement. Face au silence, notre protagoniste décide de forcer l'intrus à se dévoiler. Une aura violette apparaît autour de sa main tandis qu'il s'apprête à utiliser son piège. D'un cri puissant, il avertit qu'il utilisera son pouvoir si l'intrus persiste à se cacher. Soudain, un homme terrifié surgit de derrière les rochers, suppliant qu'on ne l'emmène pas. L'homme affirme désespérément n'être qu'un simple civil de passage. Il tombe alors à genoux, suppliant qu'on ne le dévore pas. Notre protagoniste, perplexe, se demande de quoi il parle. Soudain, Mimi surgit de nulle part, effrayant encore davantage le pauvre homme. À cet instant, Tsukasa comprend qu'avec ses étranges compagnons, il n'est pas étonnant que l'homme soit terrifié. Il s'excuse pour le malentendu et explique qu'il est un chasseur indépendant. L'homme, stupéfait par cette révélation, lui demande s'il est vraiment chasseur. Confirmant sa réponse, l'homme s'accroche à sa jambe, implorant son aide. Il explique qu'il s'est perdu et demande à notre protagoniste de le conduire en lieu sûr. Notre héros réfléchit au problème, conscient de son empressement. Malgré l'urgence, il réalise que des monstres rôdent dans les parages et qu'il serait imprudent d'abandonner l'homme. Se souvenant du groupe de chasseurs non loin de là, il songe à leur demander de le protéger. Avec un sourire, il dit qu'il trouvera une équipe de sécurité pour veiller sur lui. L'homme exulte, soulagé d'être sauvé et de pouvoir enfin rentrer chez lui sain et sauf. Soudain, Mimi le surprend de nouveau, provoquant un cri de panique chez l'homme. Tsukasa réprimande son compagnon et s'excuse auprès de l'homme pour le comportement du petit monstre. Cependant, il estime que se promener avec de telles créatures est dangereux et risque d'attirer l'attention de l'association. Il demande donc à Jen de rester avec Mimi, affirmant qu'il peut guider l'homme seul. L'elfe accepte, et notre protagoniste ordonne à l'homme de le suivre.
Tous deux se dirigent alors vers la forêt à la recherche de l'escouade de chasseurs. L'homme confie être soulagé d'avoir trouvé un chasseur et se sentir désormais en sécurité. Mais notre protagoniste le met en garde, il ne doit pas baisser sa garde, car un monstre pourrait attaquer à tout moment. À ces mots, l'homme esquisse un sourire sinistre et se prépare à agir. Le regard fou, il traite le chasseur de naïf et déclare que ce ne sont pas seulement les monstres qu'il doit craindre. Soudain, il attaque notre héros par derrière, une énergie jaune brillant dans sa main tandis qu'il tente de le mettre hors d'état de nuire. Mais notre protagoniste est prêt et tend un piège pour se défendre contre cette attaque surprise. Le malfrat est stupéfait, ne s'attendant pas à une réaction aussi rapide. Le piège de contre-attaque frappe l'assaillant en plein visage d'un puissant coup de poing. L'impact projette l'homme au loin, et notre héros affirme qu'il s'y attendait. Il ajoute qu'il avait déjà été mis en garde contre les chasseurs illégaux et malveillants qui opèrent dans la région. Gisant au sol, l'homme esquisse un sourire mauvais et confirme qu'il est l'un de ces chasseurs de malfrats. Pourtant, il ne se laisse pas abattre et se relève pour démontrer l'un de ses pouvoirs. Avec un sourire triomphant, il dévoile une épée bleue et demande à notre héros s'il a remarqué qu'il l'a volée. Notre protagoniste est stupéfait, reconnaissant immédiatement l'arme. Il se souvient que c'était la lame de lumière mystique que lui avait donnée le boss dans une autre zone. Le voleur se moque alors de lui, disant qu'il a été bien imprudent de laisser cela se produire. Il explique avoir activé son pouvoir dès qu'il a été touché afin de voler l'objet le plus rare de son adversaire. Son aptitude, appelée acier rare, lui permet de s'emparer de l'équipement le plus puissant de l'ennemi. Avec un sourire narquois, le malfrat se vante que c'est là son grand pouvoir spécial. Puis, il charge de toutes ses forces, hurlant qu'avec une compétence aussi surpuissante, il est tout simplement invincible. Soudain, un cercle magique bleu apparaît sous ses pieds, l'emprisonnant dans des lianes acérées. Le malfrat est stupéfait et ne comprend pas comment un piège a pu surgir de nulle part. Les lianes l'enserrent fermement et le soulèvent dans les airs, le laissant complètement immobilisé. C'est le piège des lianes, conçu pour capturer sans pitié les intrus de la forêt. Notre protagoniste affirme alors n'avoir rien fait. Que le danger était déjà là. Avec un léger sourire, il révèle avoir délibérément jeté le malfrat près du piège de confinement. Il explique que grâce à son pouvoir de scan, il peut détecter les dangers à l'avance. Brandissant son épée, il prévient que le malfrat n'est pas le seul ici à posséder des capacités surhumaines. Puis, il demande ce qu'il doit faire ensuite, puisqu'il n'a pas encore utilisé l'objet qu'il vient de récupérer. La lame pressée contre le cou de l'homme, il se prépare à en finir une fois pour toutes. Notre protagoniste l'invite à servir de cobaye pour tester la puissance de la nouvelle arme. Paniqué, l'agresseur le supplie de l'épargner et prétend qu'il va révéler un grand secret. Il affirme connaître l'emplacement d'un objet caché, rarissime, dans ses environs. Notre héros, surpris, se demande si c'est vrai. D'un air suspicieux, il interroge l'homme sur la façon dont il pourrait en savoir autant. L'homme insiste et implore sa libération. Toujours méfiant, notre protagoniste demande s'il connaît vraiment l'endroit. Tsukasa se souvient avoir utilisé son scanner en entrant, mais n'avoir rien trouvé de suspect. Il se dit que si l'objet se trouvait dans un lieu truffé de pièges, il serait bien plus facile à trouver. D'ordinaire, les objets rares sont protégés par de nombreux dangers, et son talent est parfaitement adapté à ce genre de situation. Cependant, il arrive que ces trésors se cachent dans des endroits reculés, où ses capacités sont peu utiles. Il en déduit que, cette fois, le trésor doit se trouver dans l'une de ces zones indétectables. Soudain, John apparaît, demandant avec inquiétude si son maître va bien, et il l'appelle. L'elfe explique qu'elle a entendu des bruits de combat et qu'elle est venue en courant avec Mimi pour prêter main forte. Le protagoniste apprécie leur sollicitude et s'excuse de les avoir alarmés. Il explique ensuite à l'elfe que l'homme qu'il vient de capturer est un chasseur illégal. Comprenant la situation, John demande à son maître de la laisser porter le coup fatal. La guerrière dégaine son épée, lançant un regard menaçant au bandit. Les yeux de l'homme s'écarquillent de terreur lorsqu'il comprend que son sort est scellé. Désespéré, il crie à l'elfe d'attendre et le supplie de l'écouter car il a quelque chose d'important à dire. Frénétiquement, il insiste sur le fait qu'il a vu un indice menant à l'objet caché et jure qu'il dit la vérité. À ces mots, le protagoniste et John échangent des regards très suspicieux. Tentant de se sauver, l'homme commence à expliquer qu'il cherchait un chasseur à prendre en embuscade. Il raconte que pour cela, il s'est aventuré au plus profond d'un canyon isolé. Soudain, la falaise devant lui s'est mise à trembler et à bouger étrangement. De là,
un monstre de pierre géant aux yeux rouges est apparu juste devant lui. De plus en plus impatient, Tsukasa lui demande quel est le rapport avec l'objet caché. L'homme, agacé, le traite de stupide et affirme que la réponse est évidente, un monstre aussi fort et aussi résistant ne peut que garder le trésor. L'héroïne trouve l'idée un peu simpliste, mais envisage la possibilité. John avertit alors son maître qu'il est dangereux de faire confiance à cet homme, même si ce n'est pas impossible. Elle explique que parfois, pour tromper les chasseurs, des objets sont cachés dans des endroits anodins. Longueur, 1998 caractères. Suite aux paroles de John, notre héros se dit qu'il vaut peut-être mieux lui faire confiance. À contre-cœur, il dégaine sa lame magique et se prépare à se rendre sur place. Il annonce qu'ils vont récupérer l'objet, car il pourrait les aider à retrouver Shiori. Notre protagoniste ordonne aux bandits de les guider jusqu'au monstre de pierre sans couper les lianes. Soudain, ses yeux s'écarquillent lorsqu'il aperçoit une étrange lueur au cœur de la forêt. Quelques instants plus tard, le bandit se met en alerte maximale au bruit d'une lame fendant l'air. La lueur dorée fonce sur eux, annonçant une attaque puissante. Il se retourne brusquement, surpris de voir apparaître quelqu'un de nulle part. La mystérieuse chasseuse tranche les lianes, et notre protagoniste recule d'un bond pour se protéger. Le coup brise le piège, et le bandit se libère enfin des lianes. John et Mimi accourent, inquiets, mais Tsukasa insiste, il va bien. La guerrière lui crie alors de s'arrêter, affirmant qu'il est allé trop loin dans ses méfaits. Elle prétend avoir entendu parler de chasseurs illégaux et est certaine qu'il en est un. Notre protagoniste est stupéfait de réaliser qu'elle est la chasseuse de rang S qui recherchait le chef. Pendant ce temps, John remarque que d'autres chasseurs de son groupe sont également apparus. Les hommes encerclent l'elfe et la petite Mimi, prêts à les attaquer à tout moment. L'un d'eux hurle qu'il va vaincre l'ignoble chasseur illégal et les anéantir. Puis il charge, attaquant le petit monstre ainsi que les autres créatures alentour. Notre protagoniste crie à John de faire attention, insistant sur le fait que ces hommes ont complètement mal interprété la situation. La chasseuse attaque, et le voyou crée un piège de bouclier pour se protéger du coup. Ce bouclier soudain est un piège en bois fragile qui se matérialise de nulle part pour bloquer les attaques. Au prix d'un effort surhumain, il parvient à contenir la force du chasseur, serrant les dents de douleur. John crie, inquiet pour son maître, mais le chasseur reste impassible. La jeune femme insiste, le fait qu'il commande des créatures maléfiques prouve sa propre malfaisance. Il lui crie de ne pas tirer de conclusions hâtives, affirmant qu'elle se trompe de cible. Pendant ce temps, le voyou, triomphant, décide de déguerpir. John demande alors à Jean si son maître souhaite qu'elle anéantisse tous ses chasseurs. La chasseuse, abasourdie par les paroles de l'elfe, reste sans voix. Notre protagoniste le lui interdit et lui ordonne de prendre Mimi et de s'enfuir immédiatement. Jean comprend l'ordre et déclare qu'elle se retire sur le champ pour les protéger. Elle esquive ensuite les attaques des chasseurs avec une agilité surprenante. Stupéfaits par sa vitesse, les hommes s'écrient qu'ils ne pourront pas la rattraper. La chasseuse observe la scène, le visage grave et concentré, réfléchissant à la suite des événements. D'un coup d'épée, la chasseuse brise le bouclier et se prépare à l'attaque suivante. Les autres chasseurs observent à distance tandis qu'elle charge notre protagoniste. La jeune femme crie alors de ne pas s'inquiéter des monstres et d'encercler le chef maléfique. Tsukasa fait face à la chasseuse d'un air grave, sans montrer la moindre intimidation. Il la félicite d'avoir laissé ses compagnons s'échapper et d'être restés pour combattre. Puis le guerrier déclare qu'ils sont maintenant 4 contre 1, et qu'elle n'a nulle part où fuir. Notre protagoniste lui dit de ne pas se méprendre. Il n'est pas resté en arrière par désespoir. La chasseuse semble perplexe, ne comprenant pas ses intentions. Avec un sourire confiant, il déclare qu'un combat contre plusieurs est idéal pour tester sa nouvelle arme. D'un mouvement rapide, il se prépare à utiliser la lame de lumière mystique au combat. Il ordonne alors à l'épée de se diriger sauvagement vers le piège inconnu. L'écran révèle que l'arme est un objet rare doté d'un pouvoir invisible et d'effets inconnus. Le regard déterminé, il pense que le pouvoir de cette arme reste encore totalement insoupçonné. Il déclare que le moment est venu de prouver sa véritable valeur au combat. Les autres chasseurs se moquent de lui, se demandant ce qu'il peut bien faire avec une épée aussi courte. Leur chef crie de ne pas sous-estimer les chasseurs de rang A et charge de toutes ses forces. La chasseuse leur ordonne de se retenir, les avertissant que les attaques téméraires sont dangereuses. Imperturbable, le protagoniste active son piège, entouré d'une aura violette. Des cercles magiques apparaissent alors sur les armes des chasseurs, les laissant stupéfaits.
Souriant, il dit. Ce sera un essai, dit-il avant de se préparer à frapper. L'homme charge, hurlant pour que sa lame de lumière mystique déchaîne toute sa puissance. Le piège à rebondissement provoque des ricochets incontrôlés, blessant leur porteur. La chasseuse est sous le choc, réalisant qu'il invoque des pièges de nulle part et qu'il n'est pas un adversaire ordinaire. Un chasseur hurle de douleur sous le coup inattendu. Allongés au sol, les autres se plaignent de fourmillements qui se répandent dans leur corps. L'un d'eux baisse les yeux vers son bras et remarque quelque chose de grave. Paniqué, il crie que c'est du poison. Qu'il a été touché par une attaque empoisonnée. La lame du protagoniste s'illumine d'une aura violette, révélant sa véritable puissance. Il comprend alors que le pouvoir de l'arme est d'infliger des altérations d'état négatives à ceux qu'elle tranche. Mais comme il s'agit d'un objet rarissime, il soupçonne que son effet est plus complexe. Soudain, Tsukasa se met en alerte maximale tandis que la chasseuse charge sur lui de toutes ses forces. Elle attaque avec son épée dorée, et le protagoniste se défend avec la sienne. Elle crie que son carnage s'arrête ici, et qu'il ne fera plus de mal à personne sous sa surveillance. D'un coup précis, la jeune femme dévie l'épée courte qu'il lui lance. Le protagoniste est surpris que son arme ait été si facilement repoussée. Sans hésiter, il réactive son piège pour une nouvelle stratégie. La lame se met alors à bouger étrangement, contrôlée par des fils magiques. L'arme brille d'une aura bleue intense, prête à frapper. Le piège de la marionnette la frappe inopinément dans le dos. Désespérée, elle réalise qu'elle a raté son attaque et qu'elle a été empoisonnée. Mais cette fois, ce n'est pas du poison, mais une attaque de glace qui lui glace l'épaule. Souriante, Tsukasa comprend que la couleur de la lame modifie l'effet de l'attaque. La dague peut changer d'attribut à volonté, comme le poison ou la glace. Malgré les effets négatifs, la chasseuse se prépare à poursuivre le combat. Elle crie que la glace ne l'arrêtera pas et qu'elle est sur le point de déclencher une technique redoutable. Les yeux fermés, elle se concentre pour préparer sa prochaine attaque puissante. Les mains crispées sur son épée, elle libère une puissante aura dorée pour alimenter sa technique. La guerrière déchaîne alors toute sa force son mouvement secret, la danse de l'aura tranchante. Notre protagoniste, submergé par une énergie colossale, comprend qu'il ne peut esquiver tous les coups. N'ayant d'autre choix, il tente de parer les attaques avec sa lame, mais la force est trop importante. L'impact lui arrache son arme des mains, le laissant incapable de la retenir. Saisissant l'opportunité, le guerrier se rue en avant de toutes ses forces pour en finir une fois pour toutes. Désarmé, notre héros voit sa lame fendre l'air et sait qu'il est en grand danger. Soudain, la chasseuse rattrape son arme au vol avec une facilité déconcertante. Affichant un sourire victorieux, elle déclare avoir saisi l'épée maléfique et qu'elle est désormais sienne. La jeune femme l'avertit que, désarmé et en position de faiblesse, il devrait se rendre. Le guerrier est alors stupéfait, une fumée blanche l'enveloppe surgit de nulle part. L'épée dans sa main se transforme en branche, et elle comprend qu'elle a été dupée par un leurre. Ses yeux s'écarquillent sous le choc tandis qu'elle tombe dans son piège. Quelques instants plus tard, notre protagoniste apparaît derrière elle, brandissant la véritable arme, prêt à frapper. D'un coup précis, il atteint le dos du chasseur, qui hurle de douleur. Il s'excuse alors et révèle que la véritable épée était dans sa main depuis le début. Notre protagoniste explique que l'occasion de tendre le piège s'est présentée lorsqu'elle a fermé les yeux. Le guerrier refuse d'abandonner, criant qu'en tant que chasseur de rang S, le combat n'est pas terminé. Soudain, l'effet de la lame la frappe et elle s'effondre à genoux, complètement épuisée. Il lui dit de ne pas forcer, car elle a du mal à tenir debout. Tsukasa explique que l'attaque provoque une paralysie, rendant tout mouvement impossible. Il leur annonce ensuite, ainsi qu'à elle et aux autres, qu'il ne leur fera plus de mal et qu'ils devraient se reposer. La chasseuse, perplexe, lui demande pourquoi il leur témoigne une telle clémence. Il répond qu'il n'a aucune intention de les achever et qu'il voulait simplement mettre fin à ce combat inutile. D'un air grave, notre protagoniste déclare qu'il n'en fera pas plus et qu'elle peut se détendre. De là, il l'approche et lui demande de croire qu'il n'est pas un chasseur illégal. Elle accepte, affirmant que le fait qu'il ne les achève pas est la preuve la plus convaincante de sa bonté. Le guerrier tente alors de s'excuser pour le malentendu, mais un bruit étrange les interrompt. Tous deux se mettent en alerte, se demandant ce que peut bien être ce son surgi de nulle part. Il s'agit en réalité du sol qui tremble à l'approche d'une créature gigantesque. À cet instant, le monstre de pierre mentionné par le malfrat apparaît et se dresse face à eux.
Notre protagoniste est stupéfait par la taille de la créature et se demande de quoi il s'agit. La chasseuse l'avertit qu'il s'agit sans aucun doute du véritable chef des lieux. Elle sort ensuite son capteur haute performance, qui confirme l'identité du monstre. Au loin, le malfrat qui a réussi à s'échapper comprend lui aussi qu'il s'agit du chef de la zone. Notre protagoniste se retourne et aperçoit le chasseur illégal qui avait pris la fuite plus tôt, s'éloignant à toute vitesse. La créature de pierre tourne alors la tête vers l'homme, comme si elle le traquait. Sans perdre une seconde, le monstre frappe de son poing de pierre, pulvérisant tout sur son passage. Le choc projette le chasseur clandestin au loin, et il hurle de douleur. Gisant au sol, il implore désespérément de l'aide, pleinement conscient du danger qui le menace. Soudain, une lumière violette apparaît devant lui, et il sursaute à la vue de la silhouette qui en émerge. Le visage grave, notre protagoniste fait face à l'homme, figé par la peur. Une lame sous la gorge, Tsukasa lui demande s'il est celui qui a amené le monstre. L'homme répond par un sourire mauvais, affirmant qu'il leur avait déjà parlé de l'incroyable créature du canyon. Il explique qu'il l'a réveillé et lâché sur les chasseurs. Il poursuit, expliquant que même s'il avait simplement pris la fuite, le monstre l'aurait poursuivi de toute façon. Puis il révèle qu'il comptait utiliser le monstre pour gagner du temps et s'échapper. Cependant, son plan se retourne contre lui et il se retrouve seul poursuivi par la créature. Notre protagoniste est furieux d'avoir agi ainsi, sachant pertinemment qu'il s'agissait du boss. Soudain, il se retourne brusquement, sur ses gardes, tandis que la créature géante s'apprête à frapper de nouveau. Le monstre de pierre lève le poing, prêt à les écraser tous les deux de toutes ses forces. D'un coup puissant, la créature s'abat sur le sol et notre protagoniste l'évite de justesse. La chasseuse crie alors à tous de battre en retraite, affirmant qu'ils ne peuvent pas se battre dans cet état. L'un des chasseurs panique et hurle de désespoir face à la situation périlleuse. Le guerrier comprend que le monstre les prend maintenant pour cible. Sans hésiter, Tsukasa active son piège pour attirer l'attention de la bête. Invoquant un cercle magique, il se prépare à lancer une attaque et à provoquer le monstre. Il hurle alors à la créature à tête de pierre de l'attaquer, déclarant qu'il est son adversaire. La chasseuse, déconcertée par son comportement, se demande ce qu'il cherche à faire. Le visage crispé par la fureur, le monstre de pierre se tourne vers notre protagoniste et le suit de près. Il hurle à la créature de le poursuivre, sachant que son plan ne fait que commencer. Il pense devoir attirer le monstre dans un endroit plus facile à combattre, loin des autres. Sur ce, il s'élance, poursuivi par le boss qui détruit tout sur son passage. Pendant ce temps, John et Mimi se trouvent au bord d'une rivière, et l'elfe sent que quelque chose cloche. Elle avertit Mimi de ne pas baisser sa garde, soupçonnant la présence d'ennemis non loin. La guerrière s'approche de la rive, tentant d'évaluer la situation. Soudain, elle entend un craquement de pierre et se met en alerte maximale. Une forte secousse secoue les environs, et tous deux se préparent à l'inévitable. Le monstre de pierre apparaît, notre protagoniste se retrouvant juste au-dessus de la bête. John est stupéfait par cette vision, et Mimi est surprise par cette arrivée soudaine. Notre héros appelle son allié, surpris de la trouver là. Il les avertit tous deux de se préparer au combat, car l'affrontement est imminent. Le regard déterminé, notre protagoniste charge le monstre de toutes ses forces. Il crie qu'ils vaincront ce boss de zone une fois pour toutes. Il affirme que le combat est inévitable, car le monstre semble l'avoir pris pour cible. Inquiète, Tsukasa se dit qu'ils doivent absolument percer cette carapace rigide. Soudain, un éclair doré apparaît derrière eux, attirant l'attention de notre protagoniste. La chasseuse utilise sa danse d'aura tranchante et charge le monstre de pierre de toutes ses forces. Le coup atteint sa cible de plein fouet, mais à la surprise générale, il ne laisse aucune égratignure. D'un pas gracieux, la guerrière atterrit aux côtés de notre protagoniste. Elle dit qu'ils se sont retrouvés et l'invite à combattre à leur côté contre le chef. Notre protagoniste esquisse un sourire, ne s'attendant pas à leur retour. La chasseuse explique que grâce à lui, ils ont eu le temps de se remettre et qu'ils vont bien. Notre héros, perplexe, lui demande comment elle connaît son nom. Soudain, elle lui montre son dossier et lui confie que des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait vaincu un boss à lui seul. La guerrière se présente alors comme Asaena Tsumuji, une chasseuse de rang S de l'association. Un autre chasseur intervient, criant désespérément à propos du boss de la zone. Il prévient que la défense du monstre est impénétrable et que rien ne semble pouvoir l'atteindre. Il ajoute que même sa technique n'a pas réussi à l'égratigner.
Tsumugi lui demande s'il a une stratégie pour vaincre cet ennemi redoutable, persuadé qu'une personne aussi compétente que lui devrait rapidement avoir une idée. Elle implore ensuite sa sagesse, affirmant qu'ils vont risquer leur vie. Notre protagoniste est sous le choc. Elle le connaît à peine et pourtant, elle lui fait déjà une confiance aveugle. Il se demande si elle est simplement une âme charitable et naïve, ou si elle cache quelque chose. Quoi qu'il en soit, il se dit qu'au moins, il dispose désormais d'un atout supplémentaire pour le combat. Soudain, il se souvient de la boîte en béton qu'il a aperçue et une nouvelle idée lui vient. D'un air grave, il leur demande s'ils sont vraiment prêts à se battre sous ses ordres. La chasseuse esquisse un sourire, semblant approuver sa proposition. Les autres chasseurs déclarent qu'ils n'y peuvent rien, sa décision étant prise, et qu'ils donneront le meilleur d'eux-mêmes. Le groupe se dirige alors vers le monstre de pierre pour mettre le plan à exécution. L'équipe réunie, il annonce le début de l'opération et ordonne à tous de se préparer à l'attaque des monstres de pierre. Se tournant ensuite vers l'elfe, il lui demande de rebrousser chemin. Soudain, l'un des chasseurs aux cheveux blonds hurle de terreur tandis que la créature fonce droit sur eux. La créature de pierre lève son poing massif, prête à tout écraser sur son passage. Au moment où le poing s'abat avec une force colossale, le jeune homme active son piège. Une barrière d'énergie bleue surgit du sol, protégeant le garçon et le chasseur de rang S du coup. Le jeune guerrier, abasourdi, se demande ce qui vient de se passer. C'était un piège défensif. Un abri anti-choc aussi solide qu'une carapace, capable de bloquer toute attaque. Les autres chasseurs sont impressionnés par le talent du jeune homme et son incroyable prouesse. Pendant ce temps, l'elfe s'éloigne du combat à toute vitesse pour exécuter sa part du plan. L'un des hommes demande alors où est passé le guerrier en armure, mais le jeune homme explique avec un sourire que tout cela fait partie de la stratégie. Il dit avoir envoyé l'elfe en avant et qu'ils suivront de près tout en attirant le boss. Leur destination est le parc d'attractions des environs. Alors qu'ils attirent le monstre, le chasseur de rang S s'approche et demande pourquoi il mène la créature au parc. Le jeune homme répond d'un ton grave que c'est parce qu'il y a un piège capable d'éliminer l'ennemi. Le garçon se demande alors si ce piège explosif sera la clé de la victoire. La créature de pierre attaque de nouveau, obligeant les chasseurs à se disperser pour esquiver son coup. Le protagoniste crie qu'il n'y a pas de temps à perdre en explications et ordonne à tous de se replier et d'affaiblir l'ennemi petit à petit. Comprenant le plan, le groupe accepte d'utiliser des attaques à pied pour distraire la créature et se préparer à intervenir. La créature de pierre est bombardée de multiples attaques énergétiques tandis que le groupe met son plan à exécution. Les chasseurs déploient toute leur énergie, maniant une hache électrique et une lance de foudre pour tenter de la blesser. Cependant, le monstre de pierre semble impassible, fixant les chasseurs de ses yeux rouges luisants. Un autre chasseur tente alors de l'attaquer avec une épée de feu. Le monstre géant parvient cependant à esquiver le coup et contre-attaque avec une puissante attaque. Désespéré, le chasseur réalise que le coup de l'ennemi est sur le point de l'atteindre et qu'il est sur le point d'être écrasé. À ce moment précis, notre héros active son piège, invoquant un aimant géant qui force les cibles à se déplacer. Instantanément, le jeune homme est attiré par l'aimant et échappe de justesse au poing du monstre. La créature fracasse alors le sol à l'endroit même où se tenait la chasseuse, qui pousse un cri de surprise, soulagée d'être sauvée si soudainement. Notre protagoniste les rassure en leur disant de ne pas s'inquiéter pour les esquives, car il les protégera grâce à ses pouvoirs. Témoin de la scène, la chasseuse de rang S comprend qu'il utilise des pièges pour permettre à tous d'éviter les attaques. Forte de cette compréhension, elle se cramponne fermement à son sol et se prépare à libérer toute sa puissance de chasseuse de rang S, une aura de feu l'enveloppant. La guerrière jure de se donner à fond dans le combat qui s'annonce. Elle dégaine alors son épée secrète, prête à porter un coup puissant à la créature de pierre. Dans un cri, elle déclenche une attaque explosive, projetant un puissant jet de flamme sur le monstre. Le feu frappe la créature de pierre de plein fouet, ne lui laissant aucune chance de se défendre. À la surprise générale, le coup du chasseur fissure le bras de la créature, lui infligeant une blessure sérieuse. Furieux de sa blessure, le monstre de pierre rugit de rage et se prépare à contre-attaquer de toutes ses forces. Il s'arrache alors un morceau de bras, et notre héros crie qu'il s'enfuit. Il active aussitôt son piège, invoquant un drone qui apparaît soudainement et emporte tout le monde. Sur ces mots, le jeune homme s'agrippe au drone de sauvetage pour échapper à l'attaque du monstre et poursuivre le plan. Le drone s'élève alors dans les airs, les arrachant, lui et le chasseur de rang S, à l'explosion de justesse. Souriant, il explique qu'ils continueront d'attirer le boss de la zone de cette manière jusqu'à atteindre l'endroit prévu.
Le jeune homme est convaincu que tout se déroulera comme prévu si l'elfe parvient à activer le dispositif à temps. Pendant ce temps, la guerrière elfe atteint sa destination et atterrit au sol, auréolée de détermination. Elle confirme être arrivée à destination et se prépare pour la phase suivante de la stratégie du groupe. Son épée à la main, elle appelle le puissant destructeur à se révéler enfin au combat. L'elfe frappe alors le piédestal de son épée pour activer le grand mécanisme qui y est scellé. Au moment de l'impact, la grande boîte en béton commence à se fissurer et une lumière dorée intense jaillit de l'intérieur. De retour sur le champ de bataille, un des chasseurs court désespérément, poursuivi par la créature de pierre. À bout de souffle, le jeune homme se plaint de ne plus pouvoir tenir longtemps. La créature tente alors d'écraser un autre chasseur, mais 2 portails violets apparaissent, le sauvant in extremis. Le jeune homme est téléporté par la distorsion spatiale, qui le transporte inopinément ailleurs. Le jeune guerrier aide le chasseur secouru et célèbre le succès du sauvetage, tout le monde est sain et sauf. Le protagoniste déclare qu'ils sont presque sortis de la forêt et que chacun a fait un excellent travail jusqu'à présent. Il se tourne ensuite vers son petit monstre et lui dit qu'il lui laisse le soin de terminer, lui ordonnant de courir jusqu'au parc. Le petit coffre utilise alors une bougie fumigène pour attirer l'attention des monstres et capter celle de la créature de pierre. Celle-ci se lance alors à la poursuite du petit coffre, qui s'enfuit à toute vitesse. Dans les airs, le protagoniste aperçoit le parc d'attractions et comprend qu'il est presque arrivé à destination. La créature de pierre le suit jusqu'au parc, et le jeune homme l'appelle pour qu'elle continue dans cette direction. La scène se déplace ensuite vers l'elfe, perché au sommet d'une structure dorée, qui attend le monstre avec un sourire. Le guerrier elfe se tient devant une grande boîte en béton désormais fissurée et lumineuse. La scène change à nouveau et nous ramène au parc d'attractions, où un camion de glace diffuse une musique forte. Soudain, le monstre de pierre atterrit violemment sur le sol du parc, brisant tout sur son passage. La créature géante arrive exactement là où le petit coffre l'avait attiré grâce à une fumée spéciale. La force de l'impact projette le petit monstre au loin, sans lui laisser la moindre chance de se défendre. Le piège mystérieux est une cloche géante, et le petit coffre se demande ce qui se passera s'il est activé. Soudain, d'énormes chaînes jaillissent du mécanisme de la cloche à une vitesse incroyable. Elles s'enroulent étroitement autour du corps du monstre de pierre, l'immobilisant complètement. Entièrement ligotée, la créature de pierre est totalement prisonnière et incapable de bouger. Le monstre entre dans une rage folle, ses yeux brillant d'une aura rougeoyante. Il canalise une énergie rouge et se débat de toutes ses forces pour se libérer de ses chaînes. Voyant le danger, la guerrière elfe court à toute vitesse pour secourir le petit coffre gisant au sol, un sourire aux lèvres. Notre héros la félicite pour son excellent travail et lui confie le petit monstre. Le jeune homme pense que pour capturer un boss de zone, il doit affaiblir encore davantage la créature. Il prépare une pluie de feu pour tout engloutir, formant une sphère d'énergie violette. Cette attaque, appelée flamme démoniaque, frappe le monstre d'un feu destiné à consumer entièrement tous les intrus. La guerrière elfe se protège des flammes avec son épée tout en serrant le petit monstre dans ses bras. La créature de pierre fonce tête baissée dans les flammes, mais ouvre la gueule, semblant se nourrir du feu. Malgré l'assaut incandescent, elle paraît indemne et ne porte que peu de traces de dégâts. Le jeune homme se dit alors qu'il importe peu la nature de la créature, pourvu qu'elle puisse être considérée comme un piège. Il déclare que ce piège deviendra son arme, lui, le maître des pièges. Sur ces mots, la cloche géante s'abat sur la créature de pierre avec une force incroyable. S'écrasant au sol, le monstre de pierre gémit de douleur sous le coup dévastateur. Soudain, une énorme explosion rouge éclate, et notre héros observe la scène depuis les airs. Les autres chasseurs arrivent, et le jeune guerrier, sous le choc, leur demande ce qui vient de se passer. Il atterrit ensuite avec son drone et fait face au groupe, qui le regarde avec admiration. Il explique que le monstre a été vaincu par le piège et que la zone est désormais sécurisée. Aussitôt, tous célèbrent la défaite du boss de la zone par des cris de joie. La chasseuse de rang est surprise et pensive face à la scène qu'elle vient de voir. Le champ de bataille est maintenant jonché d'objets, et la guerrière se demande de quoi il s'agit. Elle en ramasse un et en déduit qu'ils se sont dispersés lorsque le corps du monstre s'est désintégré. Les autres réalisent qu'ils peuvent prendre autant d'objets qu'ils le souhaitent et sont ravis. Pendant ce temps, le petit monstre coffre grignote joyeusement quelques objets. Le protagoniste remarque alors un objet brillant au sol et se demande ce que cela peut être. Il le ramasse et réalise qu'il ressemble à un bracelet émettant une lueur très intense. Une lumière bleue émane du bracelet tandis qu'il le tient, son expression exprimant la surprise.
L'écran révèle qu'il s'agit du bracelet de perception céleste, utilisé pour connaître l'état des autres. Le jeune homme, stupéfait, se demande s'il peut réellement voir l'état des autres chasseurs. Il se souvient que c'est impossible, car l'équipement normal ne peut mesurer que son propre état. Le regard déterminé, il fait face aux autres chasseurs, prêt à mettre son nouveau pouvoir à l'épreuve. Il hésite un instant, puis se décide à tenter le coup, glissant le nouveau bracelet à son poignet pour le tester. Une aura d'énergie bleue l'entoure tandis qu'il active le pouvoir du bracelet d'un regard déterminé. L'analyse révèle que la chasseuse de rang 8 possède des statistiques élevées, mais que son mana est étonnamment bas. Il comprend qu'elle dissimule cette faiblesse grâce à sa maîtrise de l'épée et à ses techniques de combat. Le jeune homme réalise qu'exploiter la faiblesse d'un adversaire revient presque à tricher, et que cet objet est bien plus qu'un simple objet de combat. Se tournant vers son compagnon elfe, il lui demande s'il s'agit d'un objet caché ultra rare, ce qu'elle confirme. Le guerrier explique que l'objet était dissimulé à l'intérieur du corps du boss de zone qu'ils ont vaincu. Soudain, il se souvient du chasseur illégal qui parlait d'un trésor près du monstre de pierre. Le jeune homme conclut que la supposition du criminel n'était pas totalement fausse et qu'il avait en partie raison. Soudain, le communicateur de la chasseuse de rang S se met à biper et elle jette un coup d'œil à l'appareil à son poignet. Elle annonce à tous qu'ils reçoivent une transmission, sans doute un message du quartier général. La jeune femme remarque que les interférences ont disparu après la défaite du boss et suggère qu'il pourrait y avoir de nouvelles informations. Un écran holographique apparaît, montrant un homme qui annonce une déclaration de l'État indépendant d'Afterbreak. Le visage crispé par la fureur, l'homme déclare avoir anéanti toutes les unités envoyées par l'association. Il hurle que leur victoire est totale et que tous les chasseurs ont été exterminés au combat. L'homme avertit ensuite, d'un ton menaçant, que toute interférence entraînera de nouvelles pertes pour leur camp. La guerrière comprend alors que la transmission ne provient pas du quartier général, mais d'un signal intercepté par les rebelles du district ouest. Le jeune homme se souvient que le district ouest est l'État indépendant qu'il a aperçu sur le système de communication. D'un air grave, il se demande s'ils sont à l'origine de la transmission suspecte qu'il a remarquée plus tôt. Il désespère alors, car la bataille a déjà commencé et sa sœur Nana se trouve en plein milieu de ce chaos.